on a organisé une petite conférence sur le stress et l'anxiété. C'est un défi pour bien des familles, bien des enfants. Donc, on a deux super animateurs qui pourront vous donner plein de trucs pour arriver à gérer tout ça. Alors, cette conférence-là, elle est donnée dans le cadre de la démarche sur le développement social du PAC. C'est une démarche qui a été fondée en 2019 et qui est encore en cours de travaux. Donc, on développe toutes sortes d'affaires à chaque année. Et cette conférence-là, elle est dans le cadre de la priorité soutien aux parents et aux enfants. Donc, la démarche du PAC a 3 priorités. Il y a une de le logement, le soutien aux parents et aux enfants et la bienveillance. Donc, aujourd'hui, c'est le soutien aux parents et aux enfants. Vous avez tous reçu, j'espère, un petit jeu de cartes en arrivant. Si jamais vous l'avez pas eu, vous viendrez nous voir. Et à l'endroit, vous avez un code QR qui vous permet là, d'accéder à la plateforme de mobilisation citoyenne. C'est une plateforme qui a été construite justement pour vous donner plusieurs outils sur plein de sujets. Donc, je vous invite à aller la visiter, c'est super intéressant. Je vous invite aussi à vous inscrire là, pour être tenu au courant de ce qui est mis, parce qu'on met régulièrement de l'information. Donc, ce soir, vous allez voir, il y a un petit onglet, la bonne gestion du stress. Vous allez voir, il y a une vidéo qui vous informe sur la gestion du stress. Et il y a des documents importants là, que vous pourriez ici imprimer. Donc, excusez, je suis en train de faire de la voix. C'est ça. Alors, le petit code QR qui est en arrière, où on a mis l'adresse ici, l'adresse du site internet là, de la plateforme. Je vous invite à aller visiter ça. Juste avant de vous présenter les animateurs, j'aimerais informer les parents qui ont amené leur enfant au service de garde. Le service de garde, il se ferme dès que la conférence est terminée, donc ça va être important d'aller chercher vos enfants. C'est indiqué là dans le couloir où aller les chercher. Et puis c'est ça, dès que la conférence, parce que nos intervenants vont quitter dès qu'il y aura plus d'enfants, donc on vous demanderait d'aller chercher vos enfants assez rapidement. Alors en terminant, je vais vous présenter nos 2 conférenciers. On a ici Geneviève Lavoie, qui travaille pour le 6 La Nodière, et M. Jean-François Michaud, là, qui est pour le Centre de service scolaire des Océans. Donc, la peur, c'est une émotion, le stress, c'est une réaction physique, et l'anxiété, c'est des scénarios catastrophes qu'on s'invente. Et là, qu'est-ce qui inquiète votre enfant? C'est-à-dire qu'il y a des peurs qui sont normales selon le développement des enfants. Donc, quand ils sont petits, le cerveau devient mature vers l'âge de 25 ans en moyenne. Donc, il y a quand même 25 ans là, à composer avec une certaine maturité du cerveau. Et les premières peurs, dans le fond, ça va être, ils ne sont pas tous là, mais la peur des étrangers, vers 8 mois, les petits bébés, ils vont commencer à pleurer quand ce sera pas maman ou papa qui est là, ou un des parents. Séparer de ses parents, c'est très stressant pour eux, quand il fait noir, les bruits forts. Je sais pas si vous avez déjà vécu avec vos enfants un bruit de toilette public. Non, mais ils sont tout petits, puis là, la toilette flush tout seul. Là, il y a un bruit épouvantable. Le nombre de traumatismes que les toilettes publiques ont créés, il faut revoir ça. Ensuite, là, vient la peur des maladies, la peur des voleurs, la peur des accidents, l'anxiété de performance. Ouais. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Et ce problème-là peut commencer assez tôt dans la vie d'un enfant. Je vous donne l'exemple d'un dessin que l'enfant rapporte à son parent, et là, le parent dit « Oh, il est beau ton dessin! C'est beau! Mais est-ce que c'est vraiment beau, le dessin? » Pas tout le temps. Alors, c'est comme si on commençait déjà à qualifier les performances de nos enfants en beau, pas beau, en bon, pas bon. Mais ce qu'on pourrait dire à la place, « Wow, ton dessin, t'as utilisé plein de couleurs! Ah, t'as essayé de refaire l'ours que t'as vu à la télé! Ah oui, ça ressemble à un ours, parce qu'il y a des oreilles. » De complimenter sur
l'effort de complimenter sur des faits, sur des choses que l'enfant a fait, et non pas sur la beauté des choses. Là, ça se peut que l'enfant dise, ben là, il trouve pas beau mon dessin? Ben, moi, je trouve que c'est une plein de couleurs. Fait que c'est pas de qualifier la performance. C'est plus d'écrire, de voir, de dire qu'est-ce qu'on a fait. Parce que là, après ça, ben, à l'école, c'est des notes, hein. A, B, C, là, j'ai tout dans mon archive. À tout changé. Des lettres? C'est des notes encore. Ah, c'est encore des notes. Oui. Okay. Hey, je veux juste dire un petit mot. Je vois des gens prendre des notes. Si vous avez laissé votre adresse courriel, on va vous envoyer le PowerPoint chez vous. Tout ce qui est à l'écran, vous allez l'avoir. En plus, vous ne le voyez pas, mais il y a des notes de ce qu'on dit dans le PowerPoint. Fait que, ça évite d'avoir à écrire tout le temps là, durant la conférence. Il va falloir qu'on les fasse comme il a dit, par contre. Ah oui, c'est vrai. Bon, ben, un peu plus tard, là, la peur du jugement des autres, ça, c'est normal à l'adolescence, hein. Le développement identitaire de qui on est, est-ce que je peux être moi-même dans une société qui veut tant qu'on soit pareil? C'est tout ça qui est assez triste. Mais souvent, ces peurs-là sont temporaires, elles disparaissent au fil du temps. Mais ce qui devient inquiétant, c'est quand elles prennent beaucoup de place dans les pensées des enfants, quand il y a un niveau de détresse assez important qui est associé à ça. Là, je pense que vous ne pouvez pas bien lire, hein, ce qu'il y a dans les bulles. Oui. Assis en avant, ça va. Donc, ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans le carnet à saccager. Donc, d'où vient le stress? En fait, là, il y a Simon, homme de Néandertal, qui, face à un mammouth, a 3 réactions possibles. Soit de combattre, pour chasser le mammouth, pour manger, soit de fuir, pour pas se faire attaquer, ou de figer, pour pas se faire voir. Le figer, il faut apporter une petite nuance, parce qu'il y en a qui volontairement vont dire « Oh, ok, je bouge plus ». Mais il y en a d'autres qui vont moins volontairement paralyser. Et là, quand on paralyse face à une situation stressante, là, c'est peut-être plus inquiétant parce que c'est pas une réaction là, vraiment souhaitable. En tout cas, au niveau de la survie, c'est pas trop souhaitable. Et là, après ça, on voit, je me sens stressée comme s'il y avait encore des mammouths. Donc, effectivement, aujourd'hui, de nos jours, c'est rare qu'on croise des bêtes sauvages. C'est rare qu'on croise des dangers aussi importants. Fait que les dangers qu'on a, c'est plus de faire des conférences. Un jeu de soir. Mais tu sais, c'est tout d'arriver en retard au travail, de performer. Donc, c'est toutes des choses qui ne sont pas vraiment dangereuses, mais que notre réaction de Néandertal est encore plus présente. Donc, l'histoire moderne, ben là, c'est un petit peu la même chose, mais là, on voit que le danger est plus belle que ça. Quelqu'un qui vient dessus, il dit, ben, je vais pas me laisser faire, je vais m'enfuir ou figer. Et là, effectivement, notre cerveau a quand même évolué depuis, qu'on est capable de réfléchir à des solutions qui sont plus adaptées au contexte. Comment se manifeste l'anxiété chez votre enfant? Donc, il y a des manifestations physiques, c'est-à-dire l'appétit, là, des fois, les enfants qui ont moins faim, les muscles tendus là, dans le cou, les épaules, dans le dos, la fatigue, vomissement, le cœur qui bat vite, maux de ventre, maux de tête, diminution de la concentration, diminution de l'organisation, le sommeil qui est perturbé. Fait que, par exemple, il y a un enfant qui va avoir mal au cœur, qui va vomir, qui a mal au ventre. Fait que là, le parent pourrait dire, oh, il y a la gastro. On va regarder à l'envers. Là, il y en a un autre qui pourrait dire, ah, mon enfant, je suis concentré, il dit toutes ses affaires à l'école, il doit avoir un TDAH. Là, un autre, ah, le sommeil est perturbé, là, il dort pas, il se réveille souvent, il fait des cauchemars. Ah, il doit avoir un syndrome. Fait que, tu sais, on peut l'associer à tellement de choses que c'est difficile de savoir des fois, ouais, c'est l'anxiété. Fait que c'est très, très complexe,
les signes physiques ressemblent à d'autres choses. Fait que c'est important de prendre le temps de bien comprendre, de bien analyser la situation, de prendre des notes, de vous faire un petit journal de situation. Mais des fois, c'est vraiment pas simple à identifier. Donc, si vous voulez faire la liste des symptômes physiques là, que votre enfant présente, ça peut être une bonne chose. Puis après ça, de dire, ok, on peut l'associer à tel événement. Ou on peut commencer à faire des liens. Puis sinon, ben là, peut-être qu'il y a autre chose ici là, qui demanderait une consultation. C'est rare. C'est rare parce qu'en fait, le stress, c'est une réaction. Donc, les réactions de l'anxiété sont les mêmes que les autres. Donc, il y a effectivement des symptômes physiques qui sont la. Ouais. C'est vrai, madame disait se ronger les ongles, avoir des tics moteurs, effectivement, on peut observer ça chez certains enfants. Là, c'est pas exhaustif, là, il pourrait y avoir d'autres manifestations. Et les manifestations comportementales. Donc là, bonhomme qui fait des acrobaties, parce que le stress, en fait, là, face à un danger, il y a deux hormones là, qui sont impliquées dans les réactions physiques. Premièrement, l'adrénaline, qui envoie des messages à nos glandes surrénales pour dire « Oh, active-toi, il y a quelque chose qui se passe », et eux qui sécrètent du cortisol. Et le cortisol envoie un message à tout notre corps pour dire « Hey, salut les cellules, on va avoir besoin d'aide, let's go les muscles, la vision, le cœur, let's go, on est prêt pour la guerre ». Mais ça crée une énergie là, assez impressionnante chez les enfants. Fait que des fois, ils ont l'air d'avoir comme un trouble de comportement. Ils se posent, ils font des crises, ils sont pas contents, ils sont irritables. C'est ça qui se passe. Mais ça peut être une manifestation de l'anxiété. Craindre la nouveauté, donc d'aller dans un nouveau restaurant, d'aller dans une fête d'amis, d'aller dans des endroits nouveaux. Parce que ceux qui veulent pas y aller, qui préfèrent rester sur Netflix. Difficulté à se faire des amis, je l'associe aussi à un contrôle excessif de son environnement. Et en fait, je l'associe pas, mais il peut avoir des liens. Dans le sens que une personne anxieuse aime que ce soit visible. Et peut avoir tendance à contrôler, mon chum pourrait vous contrôler, fait que, ils vont contrôler un peu son environnement. C'est-à-dire que ils veulent que les choses soient faites à leur manière ou ils veulent que ça soit fait comme s'ils connaissent. Parce que c'est visible, parce qu'ils ont déjà vécu ça. Donc, se faire des amis, ben, s'il y a quelque chose d'assez invisible, c'est quand même des amis aussi dans le jeu. On invente des jeux, on fait toutes sortes d'affaires, même au hockey, on peut pas prévoir peut-être que la rondelle va arriver, puis comment que le jeu va se déployer. Donc, quand ils ont besoin de contrôler, ben là, ils vont dire, OK, toi, tu vas prendre l'auto bleu, tu vas faire ça. Toi, l'auto rouge, tu vas dire ça. Là, toi, tu vas répondre ça. Là, l'ami, je peux-tu vivre? Mais c'est ça, il y a un besoin de contrôle. Donc, ça peut créer des difficultés à faire des amis ou à maintenir des relations amicales. Et si on peut dire, ben, OK, un tempérament un peu plus timide, inhibé, plus gêné, donc ça peut être difficile d'aller aborder les gens pour créer un contact. Besoin de se faire rassurer souvent, ils posent des questions, les mêmes questions, encore. Ben là, la question en fait était si l'anxiété pouvait entraîner de l'automutilation ou des idées suicidaires. Ben là, c'est difficile à répondre comme ça parce que c'est quand même quelque chose qui est assez particulier et il faudrait un peu plus connaître la situation. C'est possible, effectivement, qu'une personne anxieuse puisse avoir aussi d'autres difficultés là, au niveau de la gestion des émotions, au niveau des principes ici. On va regarder certaines notions de base qui vont vous aider à
comprendre un peu plus, puis aussi d'être capable d'expliquer à votre enfant son anxiété, puis donner certaines stratégies là, qui vont vous aider à dealer vous-même avec votre enfant. C'est un peu ça l'idée de la conférence. C'est oui, des ressources externes, mais nous autres, on va se donner des outils un peu. Là. Donc, il y a 3 zones en général qu'on peut regarder pour un enfant qui vit d'anxiété. Les adultes aussi, c'est pareil. Il y a une zone de confort, il y a une zone de peur, puis il y a une zone de possibilité. Alors, on est tous différents là, dans la façon qu'on deal avec nos zones. Il y a des gens qui ont une zone de confort qui est très large. Ça veut dire des gens qui sont facilement adaptés à aller au restaurant, aller voir un spectacle, se faire des amis. Souvent, c'est des gens qui sont plus extravertis, qui parlent beaucoup, qui font des blagues, qui sont à l'aise avec le monde, que ce soit des personnes âgées, des médecins, des avocats, des concierges. Donc, zone de confort très large. Tout le monde a une zone de peur. Parce que la zone de peur, c'est une région où on a des événements ou des personnes qu'on doit rencontrer, où c'est nouveau, c'est imprévisible, des situations qu'on connaît pas, et qu'il y a toujours une certaine crainte à faire face à la situation. Puis après la zone de peur, il y a une zone de possibilité. C'est une zone où on va faire des découvertes, on va développer des nouvelles compétences, des nouvelles façons de faire, découvrir des nouveaux endroits. Donc, la zone de possibilité, en fait, quand on la découvre, elle vient réagrandir notre zone de confort. Il y a des gens pour qui la zone de confort est assez restreinte. Donc, des gens qui vont, si on parle des enfants, ils sont plus à l'aise juste à la maison, juste avec la famille, ou avec des amis qui connaissent très bien son meilleur ami, mais les autres, il a tendance à pas leur parler beaucoup, puis à éviter les autres situations. Zone de confort plus petite. Donc, on va regarder le cas d'un enfant qui s'appelle William. Donc, pour réussir à élargir sa zone de confort, l'enfant doit passer à travers sa zone de peur. Il n'a pas le choix de faire face. Tu sais, on se disait un peu tantôt là que les enfants qui sont anxieux ont tendance à éviter les situations. Quand tu évites, ça veut dire que tu veux pas passer à travers ta zone de peur, fait que tu veux rester dans la ouate, tu veux rester dans ta zone où tu es à l'aise. Fait qu'il veut retourner où il est à l'aise, mais plus qu'il évite la peur, plus que sa zone de confort va rétrécir, et plus que la zone de peur va agrandir. Il va avoir de plus en plus peur de plusieurs situations. Fait que là, ça devient assez problématique. Donc, exemple, William, il arrive à l'école un matin, puis l'enseignante va annoncer à la classe qu'il va avoir un exposé oral à faire bientôt. Puis William, sa zone de peur est assez élaborée, puis lui, les exposés oraux, il haït ça, il va réagir, là. Il va tout de suite aller voir l'enseignante, il va dire, moi, la présentation orale, là, je la fais pas. Puis à part de ça, ton sujet, il est plat. OK? Il va se mettre à insulter l'enseignante parce qu'il réagit, il veut tellement pas, là, que de toute façon, les exposés oraux, ça vaut rien, ça sert à rien. Il s'en retourne chez eux, il arrive à la maison, claque la porte, pitche son sac dans le coin, puis il s'en va dans sa chambre tout de suite. C'est sûr que les parents voient qu'il se passe de quoi, parce qu'il a l'air énervé, il est hyper réactif. Fait qu'ils vont aller voir William dans sa chambre, vont demander, William, qu'est-ce qui se passe, là? T'es pas de même d'habitude. Ben là, mon enseignante a dit qu'on va faire un exposé oral, puis moi, j'aime pas ça, les exposés oraux. Ça me rend nerveux, j'ai peur que le monde rit de moi, puis de toute façon, le sujet, il est plat. Fait que là, les parents qui sont attentifs vont dire, OK, mais on va essayer de faire autrement pour que tu sois capable de le faire. Fait que là, les parents vont suggérer à William, ben, tu pourrais demander à ton enseignante si tu peux faire l'exposé oral juste devant elle. Comme ça va faire en sorte que ça va être moins intense. Là, William est super soulagé. Le lendemain, il va voir l'enseignante. Il dit, j'aimerais ça, là, être capable de faire l'exposé oral juste avec toi. Là, l'enseignante, elle accepte. Ah! William se sent mieux. Levez donc la main ceux qui trouvent que c'est une bonne solution.
C'est un bon scénario. Levez la main ceux qui trouvent que c'est pas un bon scénario, puis que, OK, donc un quart, trois quarts, un tiers, deux tiers. En tant que tel, le scénario, dans le moment présent, il est super bon parce que l'anxiété à William, là, elle vient de faire chou. Elle vient de descendre quasiment à zéro parce que là, juste l'enseignant, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est quoi qu'on est en train de faire à moyen long terme? Premièrement, on est en train de montrer à William que faire des exposés oraux, c'est dangereux. Deuxièmement, on est en train de dire inconsciemment qu'il n'est pas capable de parler devant un groupe puis de faire des exposés oraux. Là, il n'a pas les capacités de ça. Fait que là, on parle de son estime de soi. En plus de ça, on est en train de montrer à William que éviter, ça fait du bien. Puis que ça marche comme solution. C'est vrai que ça marche. Mais c'est juste que s'il fait ça à chaque situation où il est stressé, ben là, il va éviter les exposés oraux, il va éviter d'aller en visite dans la famille, il va éviter. C'est là que sa zone de confort, elle va devenir très petite, puis si on pousse ça assez loin, là, William ne voudra plus aller à l'école. Hein, ça vous arrive, il cale malade, il a mal au ventre, puis on ne sait pas pourquoi il a mal au ventre, mais il se passe de quoi. C'est une solution à ne pas faire parce qu'on va apprendre quand même à William à faire face. Parce que parler devant un groupe, c'est super important socialement parlant. Fait que l'évitement, là, c'est le meilleur ami de l'anxiété. Si vous avez un enfant qui évite beaucoup, là, on peut vraiment, c'est un signal d'alarme comme quoi il y a de l'anxiété en jeu. Fait que, je vais attendre que mon scénario revienne. Fait que la première fois qu'il va éviter, l'anxiété monte. Deuxième fois qu'il évite, l'anxiété monte encore plus. Troisième fois qu'il évite, le stress, l'anxiété monte encore plus haut. Fait que c'est pas gagnant pour William du tout. Fait que là, plus que l'enfant réussit à affronter ses peurs, plus sa zone de confort va s'élargir, plus sa zone de peur va diminuer. Fait que là, il va pouvoir découvrir un monde de possibilités où que là, il développe des compétences nouvelles. Donc, William, ça sera pas long, je vais juste élaborer le scénario idéal, c'est d'essayer. Puis tout ça, quand on fait des étapes en petites marches, en petits pas, pour faire participer l'enfant sur qu'est-ce que tu es prêt à faire, quelle démarche qu'on va faire pour que tu sois capable de te rendre jusqu'à faire l'exposé oral devant tout le monde. Fait que c'est toute l'idée de pas laisser l'enfant là éviter, puis de trouver une stratégie où il peut affronter ses peurs. Aussi, comme parent, le diagramme qu'on a là, on peut l'expliquer à l'enfant. Tu vois, William, là, t'as une zone de confort qui est très petite, puis tu as une difficulté à faire face à la peur de parler devant le groupe. Puis si tu continues comme ça, ben tes peurs, ils vont grossir de plus en plus. Tu vas avoir de plus en plus de difficultés à le faire. Si on se prend des petites étapes ensemble, on va y aller tranquillement, puis on va faire face de façon progressive, puis tu vas y arriver. Et c'est une des façons qu'on peut faire là, pour faire face à l'anxiété. Là, dans une situation d'exposé oral, mais ça s'applique pour n'importe quelle autre situation. Fait que l'exposition, ben c'est sûr que la première fois qu'il est exposé, il est super anxieux. Deuxième fois qu'il est exposé, l'anxiété est un peu plus basse parce que là, il a appris à faire face à la nouveauté, l'imprévu. La troisième fois qu'il est exposé, ça descend un peu. C'est sûr que l'anxiété, elle disparaîtra pas, là. Ça fera pas un enfant, là, zéro anxiété. Il est déjà très anxieux, mais au lieu d'être à 8, 9 sur 10, il va être à 4, 5 sur 10. Il va être capable un peu plus de dealer avec lui-même là, dans la situation. Apprendre à vivre avec son anxiété, je pense qu'on n'a pas le choix. Surtout si c'est un enfant très sensible si on parlait de la génétique, ben, il faut être capable de vivre avec l'inconfort. Puis l'inconfort n'est pas toujours à 10 sur 10, c'est impossible. Le corps n'est pas capable de subsister à ça. Donc, des fois, c'est plus bas. Tu sais, ça varie un peu. Oui.
plus qui est exposé, plus l'anxiété augmente. Mais là, tu sais, j'ai pas de solution magique. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont plus complexes. Il s'agirait de voir c'est quoi tout ce qui se passe autour de cet enfant-là, puis d'essayer de voir avec lui quelle petite étape, petite bouchée. Puis des fois, s'il y a des situations où c'est insurmontable pour lui en ce moment, bon, on va aller ailleurs. Tu sais, c'est sûr que comme personne, comme humain, il y a des situations là, qu'on décide dans notre vie de dire, moi, ça, là, je ne dealerai pas avec ça dans ma vie. Mais c'est d'essayer peut-être d'aller agrandir d'autres aspects de sa vie. Tu sais, puis à quelque part, ça demande peut-être un aide plus professionnel pour arriver à faire face à je sais pas quoi, en fait, là. C'est carrément d'aller à l'école, OK, en maternelle, pas évident. Fait qu'il y a comme toute une progression à faire avec l'enfant puis on va le voir un petit peu plus loin où ce que je donne un exemple, là, pour aller à une fête d'amis, ça va peut-être pouvoir s'appliquer à ce que vous avez comme problème. Mais en tant que tel, ce soir, tu sais, je veux pas nécessairement commencer à parler des différents scénarios parce qu'on s'en sortira pas. Mais en fait, on veut juste donner des notions de base pour être capable au moins d'avoir un petit peu plus de pouvoir qu'on avait avant. Et je suis désolé, là, mais c'est un peu ça, ouais, ben oui. Oui. Non, effectivement. Faut qu'il y ait du plaisir là-dedans. Faut que l'enfant, parce que s'il n'y a pas de plaisir, jamais, là, il va rester dans sa zone de confort et il sortira jamais là, de ce qui est difficile pour lui. Ça me ramène justement à mon cher petit Thomas qui a une peur bleue de l'eau, puis on le voit dans ses yeux que ça va pas du tout d'être sur un quai. Fait que là, il y a comme deux façons là, de dealer avec un enfant qui a peur de l'eau, par exemple. Puis là, je vais vous faire réfléchir un peu. Il y a un style de personnes qui vont carrément juste dire à Thomas, bon, ben, je te pogne par le beigne, je te pitch à l'eau, puis ah ouais, let's go, nage. Ou bien, il y a l'autre extrême de comportement où on va carrément juste éviter tous les plans d'eau, même les piscines, puis toute l'équipe, on passe pas proche pour pas le voir du tout. Faites juste penser à quelle sorte de personnalité vous êtes, là. Puis c'est sûr qu'il y a un milieu, mais moi, rapidement, on parlait, Geneviève et moi, ben les gars, on est souvent tendance à juste pitcher le petit à l'eau, hein? Puis les mamans sont plus protectrices. Non. Ben oui, il y a des variantes là-dedans. On blague un peu, là. Oui, faut accompagner, exactement. Fait que l'importance des petits pas, là, c'est vraiment fondamental. Parce que vous voyez dans l'image de droite, si l'étape que vous proposez à l'enfant est vraiment trop grosse pour lui, là, il va tout de suite se décourager, puis il voudra même pas, il va s'opposer. Tu sais, comme adulte, on se souvient pas qu'est-ce que c'était d'avoir 4 ans, 5 ans, 6 ans, 12 ans. C'est pas pareil que notre vision à nous autres, là. Faut se mettre à leur niveau. Fait que des petits pas réalistes, puis on faut faire participer l'enfant sur quelle étape qu'on va faire ensemble pour que tu sois capable. Parce que si c'est l'adulte qui décide de tout, c'est sûr que nous autres, là, les étapes vont être trop grosses. Faut faire partie pour que lui, il ait un choix là-dedans, qui développe sa capacité à faire des choix et à décider des choses. Là, je vais vous faire une petite expérience de visualisation pour juste prendre conscience de quelque chose de particulier là, dans l'anxiété. Fait que si vous êtes prêts à visualiser, ce qu'on va faire, c'est que dans quelques secondes, je vais vous demander de fermer les yeux, puis je vais vous guider dans une visualisation, puis aussitôt que j'ai terminé, on va regarder comment ça se passe. Fait que, ceux qui ne sont pas à l'aise, je peux juste laisser passer le temps, là, mais si vous voulez le faire avec nous autres, on se ferme les yeux toute la gang, et puis, on s'imagine qu'on est couché chez nous, dans notre chambre à coucher, il fait noir, ça fait un bout qu'on dort, il est rendu 3 heures du matin, puis tout d'un coup, on entend de la vitre brisée au rez-de-chaussée, puis là, dans notre tête, on dit « Eh, c'est pas, il y a un voleur dans la maison ».
Faites juste imaginer c'est quoi qui vous passe par la tête, c'est quoi l'émotion qui monte, c'est quoi qui va être votre comportement. Vous pouvez vous réouvrir les yeux. Quelques commentaires, là, c'est quoi votre réaction première là, quand la police va venir te ramasser parce que tu as fait quoi? OK. OK, fait que toi, c'est tout de suite, tu vas affronter puis tu attaques. D'autres réactions possibles, là, ouais. Protéger mon enfant, OK, c'est bon. Puis l'émotion qui monte, c'est la protection. OK, quoi d'autre? Ouais, vous avez levé la main. Comment vous réagissez? Hein? Réparer les dégâts. Il est où le chien? Ou la gorge serrée, OK? Tu sais, on a des réactions où OK, soit qu'on attaque, ou bien on fige, ou bien il y a des réactions. OK. On va voir ce qui s'est passé. Parfait. Là, on va faire une deuxième partie à notre affaire. On ferme les yeux encore. Puis là, on est un peu dans le même scénario. On est couché dans la chambre à coucher, il fait noir, 3 heures du matin. On entend de la vitre brisée, puis on se dit dans notre tête, ah, c'est le chat qui a renversé le verre que j'ai laissé sur le comptoir. C'est quoi les pensées qui nous passent par la tête? C'est quoi la réaction? C'est quoi l'émotion? On va aller voir, on va aller ramasser le dégât. Puis là, vous avez une réaction assez spéciale, c'est que tout le monde s'est parti à rire. C'est comme, hey, wow, je vais étrangler le chat, mais en tout cas, tu sais, c'est comme, il y a toute une différence entre un voleur, là, il y a la crainte, il y a la peur, on va voir, on va l'étriper. Le chat, c'est comme, ah non, sac, on va juste aller ramasser. Fait que l'émotion est tellement différente. Ça, c'est des perceptions. Fait que, tu sais, on parlait de l'anxiété, là, que c'est des pensées dans notre tête. Mais c'est le même événement, c'est de la vitre cassée. Il y en a un qui pense que c'est un voleur, l'autre qui pense que c'est le chat qui a renversé le verre. Fait que, puis là, l'émotion vient avec, là. On peut vouloir agresser, on peut vouloir se protéger, se cacher. Si c'est un chat, on peut rire, on peut se rendormir, on peut juste ramasser, et on est relax. Imaginez-vous les enfants, ils imaginent plein d'affaires dans leur perception qui sont peut-être pas la réalité, puis vous n'avez pas la même idée sur ce qui se passe, là. Tu sais, des fois, on dit à l'enfant, ben voyons donc, il n'y a rien d'eux, pourquoi t'as peur? Mais c'est parce que c'est notre idée à nous, c'est pas l'idée de l'enfant. Tu sais, l'enfant, il a peur pour de vrai, là. Donc, il faut juste comprendre que les pensées provoquent toujours des émotions. À chaque fois qu'on a une pensée, il y a une émotion qui vient avec. On s'en rend pas tout le temps compte parce que il y a des pensées qui sont assez neutres, puis l'émotion, on dirait qu'elle passe en dessous du radar. Mais les émotions, quand on y pense, c'est des réactions physiques. C'est dans ton corps que ça se passe une émotion. Pression sanguine monte, tu viens la face rouge, t'as le cœur qui bat vite, t'as les muscles tendus, t'as la colère, la joie, la tristesse, c'est tout dans le corps que ça se passe. Fait qu'il faut apprendre à l'enfant que ça se passe, l'anxiété, dans ses pensées, puis on va essayer de voir autrement. Une des techniques qu'on peut faire en premier, tu sais, c'est, on va essayer de voir tantôt là, comment est-ce qu'on peut modifier ses pensées, puis penser différemment. Mais quand l'enfant est super stressé, super anxieux, c'est difficile de demander de parler ou de rationaliser tout ça, fait qu'il faut le calmer avant. Un autre outil qu'on peut regarder ensemble, si vous avez du papier crayon à la main, puis ça va un petit peu plus loin, c'est de faire avec l'enfant, de décrire la situation, observer c'est quoi les pensées automatiques qui viennent, c'est quoi l'émotion qui vient avec, c'est quoi l'action que tu fais. Situation où j'ai 3 examens dans la même semaine, mes pensées qui viennent automatiques, c'est oui, c'est sûr, je vais couler parce que j'ai pas assez de temps pour étudier, voyons donc. Faudrait peut-être que les enseignants se parlent, pas mettre les 3 examens dans la même semaine, là. Puis là, l'émotion, je suis découragé, je suis frustré, puis je suis vraiment démotivé, là, j'y arriverai pas. Puis si je mets mon anxiété sur 10, là, je suis à 8. Puis là, mon comportement, j'ai pas envie d'étudier, je vais aller écouter des vidéos.
Puis quand mes parents me demandent d'étudier, ben, je vais juste chialer, puis je vais leur dire là, que je vais rouspéter, tout simplement. Comment qu'on fait pour avoir un résultat différent? Ben, on revoit les pensées, parce que c'est de là que ça part. J'ai 3 examens. Des pensées aidantes, ça serait quoi? Ben, dans le passé, j'ai déjà vécu une situation semblable. Même si c'était pas agréable, ben, je m'en suis sorti. Mon avenir dépend pas d'un seul examen. Ça, les enfants, là, sont bien focusés là-dessus, sur les notes. Ils ont l'impression que quand ils vont couler un examen, ils vont couler leur année, ils passeront pas leur primaire, ils iront pas au secondaire, puis ils auront pas de job, puis ils vont se ramasser sur le bien-être social, puis ils vont être de même jusqu'à la mort. Non, mais, puis je fais presque pas des blagues, là. Fait que j'ai pas le contrôle sur la date des examens, mais j'ai du contrôle sur ma manière de voir les choses. Fait que là, l'émotion, ben, je suis un peu plus en contrôle, un peu plus motivé, mon anxiété est à 4 sur 10. Là, ben, je vais étudier une matière à la fois, je vais commencer avec la plus difficile, je peux demander de l'aide, puis rendre le tout un peu plus agréable, tu sais, je vais m'offrir une récompense à chaque fois que je vais étudier un chapitre. Peut-être aussi que les 3 matières, il y en a une là-dedans qui est bon. Tu sais, c'est pas toutes des matières tough, là. Des fois, on part en balle, puis on regarde le pire. Fait que ça, c'est des questions là pour aider à déjouer les pensées anxieuses que vous pouvez poser à votre enfant. Si je pars en haut à gauche, ben, est-ce que mon scénario, il est vrai? Souvent, il y a 50% de nos pensées, ça a l'air que ça n'a rien à voir, là. Puis souvent, c'est catastrophique. Fait que, est-ce que je suis sûr de cette pensée-là? Est-ce que je suis en train d'oublier des bonnes choses, des côtés positifs de cet événement-là? Si une personne que j'aime bien avait eu cette pensée, qu'est-ce que je lui aurais dit? Souvent, on est plus dur avec soi qu'avec les autres. Qu'est-ce que je penserais si ça arrivait à quelqu'un d'autre? Y a-t-il une autre façon de voir la situation? En bas, dans le passé, est-ce qu'une situation semblable m'est déjà arrivée? Et est-ce que j'ai appris de cette expérience-là qui pourrait m'aider maintenant? Souvent, les gens liaisonnent déjà les compétences et ils sont tellement stressés qu'ils oublient tout le reste qu'ils ont fait avant. Je suis certain que ça va arriver. C'est quoi les preuves que ça va arriver? Donne-moi là une explication. Dans un an, dois-tu voir ça différemment? En haut, quel est le pire qui pourrait arriver? Quelles sont les chances que ça se produise? Est-ce que je vois les choses pires qu'elles ne le sont? Puis est-ce que c'est vraiment important ce que les autres pensent? Est-ce que je m'attends à être parfait dans tout? Là, je vous dis, on part pas sur toutes les questions, hein. On en choisit. On n'est pas une police là, pour emprisonner notre jeune. Mais c'est de choisir là-dedans, puis il y en a d'autres, là. Mais c'est juste de voir est-ce que les pensées que tu as, là, ils sont questionnables. Puis, si on change la pensée, ben, l'émotion, elle va changer aussi. Je pense qu'on a commencé vers 7h15. À peu près, hein. La conférence dure 1h30, puis on avait prévu ajouter une dernière définition à la fin. Donc, je comprends là qu'il y a certaines personnes qui ont des obligations, là, donc n'hésitez pas à quitter là, si jamais vous devez. Mais je vais parler vite. Donc, si on veut apprendre à notre enfant à faire de la voile, mais d'abord, on veut l'inscrire à des cours de voile. Après ça, on veut s'assurer que son bateau est en bonne forme, que la coque est épaissée, que la voile est coulée, que les conditions sont bonnes. Après ça, on veut l'amener sur un plan d'eau qui est beau, qui est pas trop, qui est vraiment pas pire, qui est pas trop. Et éventuellement, votre enfant va être capable d'affronter des petites tempêtes, d'aller naviguer dans l'océan, de traverser la tempête. Mais quand même, il y a une préparation à faire. C'est-à-dire que le voilier, il s'entretient, puis il doit avoir des bonnes habitudes de vie. Le voilier, c'est votre enfant.
Et là, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que on en parle beaucoup là, des thèmes d'habitude de vie, c'est l'importance que ça a là, dans tout le monde. Le sommeil, avoir une bonne alimentation, bouger, avoir du plaisir, avoir un bon équilibre entre différentes sphères de vie. Ça, là, je la trouve intéressante parce que il y en a, mettons un joueur de hockey, qui a consacré sa vie à jouer au hockey. Là, il se blesse au bas du corps. Ça arrive jamais. Mais il se passe quoi avec cette personne-là, là? Elle a mis pratiquement tous les deux dans le même panier, là. Là, son panier, il va pas bien, là, il reste quoi après, aussi? En tout cas, un équilibre, là, entre toutes sortes de choses, tu peux pas trop se concentrer dans quelque chose, sauf si c'est son rêve d'aller aux Olympiques, ou peu importe. Ben oui, ok, mais c'est pas la majorité des gens à qui ça va arriver. Faire preuve de bienveillance, d'autocompassion, hein, parler comme on parlerait à un ami. Souvent, ça change beaucoup les choses. Jamais on va dire à un ami, voyons, la conférence c'est mauvais. Il est pas bonne pour ça, tu vas avoir la folle. C'est jamais on pourrait faire un ami. On peut être doux avec nous, hein, ça fait bien. Pratiquer la pleine confiance, limiter les heures devant l'écran, avoir une vie spirituelle, d'entourer son esprit, là, pas nécessairement de manière religieuse, mais d'une manière physique. Et bouger. Comme je vous ai dit tantôt, le stress et l'anxiété activent deux hormones dans notre corps et il faut dépenser cette énergie-là, sinon ça peut créer des dommages assez importants sur le corps. Et l'exercice physique d'une intensité assez modérée, là, c'est-à-dire d'être essoufflé, d'avoir un petit peu de sueur dans le front, là, c'est suffisant aussi pour diminuer ces hormones-là et augmenter les hormones de bien-être. Donc, c'est important de bouger quand on est stressé. Et donc, ce qui est nuisible, ben, c'est un peu le contraire. C'est d'avoir continué la consommation, d'isoler, d'être en surcharge, puis la sédentarité, passer tout le temps sur Internet. J'ai lu récemment une étude qui disait que, en tout cas, moi, je fais ça, que j'ai ma pause au travail. Ah, ben là, je vais aller sur mon téléphone, aller voir un petit peu ce qui se passe sur Facebook. Et ils ont étudié un peu le sentiment de repos qu'on avait après une pause sur un écran versus une pause autre. Fait que c'est ça, d'aller prendre une marche, de faire ta fête, c'est peu importe. Et c'est assez impressionnant que quand on est sur un écran, ben notre cerveau ne se repose pas du tout. Au contraire, là, il devient très stimulé. Et c'est pas une pause là, vraiment. Ok, ça, je dirais. Bon, ensuite, ben, la tempête. Il y a toutes sortes de facteurs dans l'environnement qui peuvent maintenir l'anxiété. Donc là, ils sont sur la diapositive, mais on va passer un après l'autre. Premièrement, les accommodations. Ne pas, comme parents ou comme adultes, se montrer vulnérables. La pression de la société, la pression qu'on demande à nos enfants de performer, de réussir. L'instabilité ou des événements stressants, la surprotection et favoriser les autres. Donc, l'accommodation. L'accommodation, c'est un comportement qu'un adulte va faire pour que l'enfant puisse éviter. Fait que l'évitement, c'est comme si c'était passif. Moi, je fais rien. Mais l'accommodation, c'est que j'aménage quelque chose dans l'environnement pour permettre à mon enfant d'éviter. Là, je vous donne un exemple. Le petit Samuel, avec sa tour d'observation. C'est pas génial, cette affaire-là. Fait que c'est une accommodation qui est assez saine. Parce que là, lui, Samuel, il a 1 an et demi. Il a envie de voir qu'est-ce que ses parents cuisinent. Il a envie de goûter à plein d'affaires. Il est super curieux. Là, il est comme, maman, il va. C'est pas de même, mais bref. Fait que la tour d'observation permet à Samuel de grimper au niveau du parent, au niveau du comptoir. Samuel est content, les parents sont contents, ils peuvent cuisiner en paix. Fait que c'est pas tout le monde est content dans l'histoire. C'est une accommodation qui est assez simple. Donc là, l'exemple, je sais pas si vous avez entendu, mais c'était un enfant avec un TDAH, que la vitesse organisée le matin, donc il y a des stratégies dans sa chambre là, où est-ce qu'il peut avoir tous ses vêtements là, classés. Au
oui, le Google Home pour le réveil, effectivement, mais là, c'est une recommandation pour un TDAH. Donc, effectivement, je considère que, je connais pas toute la situation, mais ça peut être assez sain là, de pallier à certaines difficultés là, que l'enfant peut avoir. Donc, je vais passer vite. Alors, d'autres exemples, on a les parents de William qui auraient pu être dans cette auberge dans le nord de la Misère, à quelque part à 2 heures d'ici. Mais non, parce que William ne tolère pas que ses parents partent pour une fin de semaine. Fait que les parents, ça fait 8 ans qu'ils ont pas fait de sortie d'amoureux parce que leur enfant, il a de la difficulté à se séparer d'eux. Ensuite, il y a Émile qui peut rester à la maison quand il a mal au ventre parce que ses parents motivent l'absence et cautionnent que c'est correct d'être à la maison quand il a mal au ventre. Donc, de modifier ses habitudes familiales, d'offrir une sécurisation excessive, de faciliter l'évitement dans des situations qui sont stressantes, qui sont des formes d'accommodation. Ensuite, on a Léon et sa mère en route vers l'école et les amis de Léon en route vers l'école. Donc, Léon ne veut pas prendre l'autobus. Donc, les parents s'arrangent, accommodent Léon pour offrir un transport à leur garçon, finalement. Et il y a Léa qui souhaite vérifier pour la 8e fois si sa famille de toutou est bien placée dans le coffre à jouets avant d'aller se coucher. Là, le dodo, là, hein, c'est quelque chose, cette affaire-là. OK. Mais si on y pense 2 secondes, OK, le dodo, c'est un moment de séparation avec ses parents qui dure assez longtemps. L'enfant, il est tout seul dans le noir, dans le froid, avec des monstres en dessous de son lit. C'est vraiment stressant pour les enfants. Et aussi, il y a des parents, tu sais, qui ont un travail qui fait qu'ils arrivent à 6 heures le soir, tu sais, à la maison. L'enfant, tu sais, il voit comme 1 heure, il s'ennuie, tu sais, il a envie, là, d'être collé, de faire des activités avec son parent. Des fois, mais c'est effectivement un moment assez anxiogène. Donc, de parler ou de faire à la place de l'enfant, des parents qui appellent les amis de leur enfant pour les inviter, commander au restaurant à la place de l'enfant, adhérer à des rituels très rigides. Des rituels de dodo, là, faut que le toutou soit placé comme ça, la couverture comme ça, là, tu vas me lire cette histoire-là, après ça, je bois 2 gorgées dans mon verre d'eau, après ça, tu vas me dire bye bye bonne 3 fois, tu vas laisser la porte un quart de pouce ouverte pour qu'il y ait assez de... Donc, c'est vraiment rigide, là. Donc, il faut des routines qui soient cohérentes, qui soient constantes, mais pas rigides. Il faut que vous ayez une marge de manœuvre, et s'il y a un imprévu, ça soit pas la 3e guerre mondiale. Il y a quelque chose d'assez souple là-dedans. Là que je vois personne ce soir arriver et dire bon là mon petit chaton, on s'en va au lac Taureau en fin de semaine, tu commences à prendre l'autobus demain, c'est fini les toutous, non. Okay. On y va un à la fois, allez-y par en fait, commencez par prendre conscience des accommodements que vous faites, que vous en faites, puis allez-y par un que l'enfant a envie de commencer à retrouver. Allez-y graduellement, un petit pas à la fois, le plus petit pas possible. Il faut pas que ça devienne déstabilisant parce que là, la routine du dodo, si vous en avez plus, je pense pas que ça va bien se passer. Là, on va mettre l'enfant dans un état de détresse, c'est vraiment pas ça le but. Donc, si vous achale le plus que vous trouvez le plus lourd, on commence une petite chose à la fois. Alors, oui, tu pourras changer les diapos si tu veux. Que puis-je faire en tant que parent? Ben, faut agir en parfait modèle d'imperfection. Parce que, vous savez, comme parents, on a tendance à vouloir cacher nos défauts, cacher les gaffes qu'on fait, puis on veut montrer à nos enfants qu'on est beau, bon, fin, mais c'est vraiment une mauvaise stratégie. Puis même dans les écoles, là, on commence à enseigner le modèle hors piste, là, qu'on voudrait que les enseignants aussi en classe montrent à leurs élèves qui font des erreurs, qui sont nerveux, que la vie est pas rose partout, tout le temps. Donc, on voit dans le scénario ici, ben papa il dit bon, ben c'est pas ma meilleure intervention, hein, quand je vais hausser le ton.
Puis maman dit, bon, je te comprends, moi aussi la situation est venue me chercher. On va aller prendre une marche pour respirer un peu et mieux comprendre comment on se sent. Puis après ça, on va faire un retour avec la famille. Puis de dire aux enfants, hey, papa puis maman, on va aller faire une marche. Puis on a trouvé ça difficile, on va se parler. Puis après ça, on va voir ensemble là, comment est-ce qu'on va dealer avec la situation. Ben, mon père voulait que je joue au basketball après l'école, mais là, j'ai perdu l'intérêt, j'aimerais essayer le karaté. Ça, c'est à se questionner, là, le basketball, là, c'était-tu le rêve de papa? Dis-toi, tu vas jouer au basketball toi aussi, tu sais, parce que je veux que tu sois champion. Mais puis, le basket, ça l'intéresse pas, là. Fait que, karaté, ben, on y va avec l'intérêt de l'enfant, c'est important. Je suis juste un enfant, je comprends pas du tout le monde des adultes, mais les routines m'aident à savoir ce que je dois faire. Super important, les routines, parce que ça met une certaine sécurité dans l'enfant de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire à telle heure ou à telle place. Tu sais, quand on regarde la pyramide de Maslow, là, pour savoir les besoins essentiels dans la vie, mais la sécurité, là, c'est pas mal à la base. Comme s'il fallait faire toujours plus vite et encore mieux. Oh! Mais dans notre société, là, on est rendu comme ça, là, pour performer, pour être les meilleurs, pas perdre sa place, pas perdre sa job, puis on en rajoute. Même je vois dans les écoles primaires, là, les pauvres petits, ils ont un agenda, là, c'est bourré, c'est plein. Et nous autres, on arrive à la maison et on rajoute des activités. Ça me ramène un peu à l'autre bulle. Souvent, mes parents se relaxent après le travail. Ben moi aussi, j'ai besoin de moments où que je fais rien après l'école. Veux-tu monter? Vive les jeux libres, laissons les enfants s'ennuyer. Tu sais, là, ils disent, oh, qu'est-ce qu'on fait, là? On n'a rien à faire, c'est plate. Ben, OK, mais c'est plate, arrange-toi. Parce que le jeu libre puis s'ennuyer, ça fait en sorte que l'enfant, à un moment donné, il va développer de la créativité, il va développer de l'intuition, se trouver des choses à faire lui-même, puis là, c'est l'autonomie qui commence, là, comme ça. C'est pas toujours le parent qui lui donne des activités à faire. Plier le linge, faire la vaisselle, oui, exactement. Fait que la rassurance excessive aussi, là, Geneviève en a parlé tantôt, là, qui veut se faire rassurer sans arrêt. À un moment donné, il faut dire à l'enfant, tu sais, une fois ça va, 2 fois c'est pas pire, mais après ça, de relancer à l'enfant, là, c'est quoi qu'on s'est dit tantôt? Ou toi, qu'est-ce que tu te souviens de ce que j'ai dit? On discute avec l'enfant pour mieux comprendre comment il se sent, c'est quoi ses perceptions vis-à-vis de la situation, puis on va l'aider à se préparer à faire face. Il faut le faire participer, là. C'est quoi qui t'arrive, là? Comment ça se fait que tu es stressé comme ça? Parle-moi. Poser des questions en répétition, ben on se réfère aux 5 sens. Donc, d'essayer de se souvenir des compétences qu'il a déjà acquises, et d'éviter de tout contrôler, là. Et oui, tolérer l'inconfort, parce que l'anxiété, c'est pas dangereux. À la prochaine, ben, on voit une image ici, je sais pas si ça vous parle, ça. L'enfant va dehors, là, puis ça lui prend un casque puis des papiers bulles autour, là. Ouais, ben maman, je m'en vais juste sortir les vidanges. Mets ton casque. Tu sais, c'est comme si la vie est dangereuse, puis il faut que tu te protèges tout le temps. C'est comme l'idéal, là, c'est sûr que on veut leur montrer plein de choses, mais ce qui va être le plus important, c'est ce que l'enfant va apprendre à faire lui-même. Donc, laisser de l'espace pour qu'il développe une façon de faire des erreurs, se blesser peut-être, tu sais. Il part en scooter ou il part en vélo, ben on le laisse aller où ce qu'il veut, on laisse faire ses erreurs, c'est ça un peu, là. Fait que donc, pour accompagner l'enfant dans des stratégies pour apprivoiser son stress, il y en a plein. 3 stratégies qui sont les plus communes, ben, écrire un journal personnel pour ventiler ses émotions. S'il est plus jeune, ça peut être faire des dessins. Il y a certaines techniques de pleine conscience, dont la méditation, qui aide beaucoup à gérer ses pensées, se ramener dans le moment présent, puis aussi le souffle, la respiration profonde, ça fait en sorte que le corps se calme. Quand le corps est plus calme, ben l'esprit se calme en même temps. Ça, il y a plein d'applications sur Internet pour accéder à comme Petit Bambou ou Headspace.
Faire de l'activité physique, comme Geneviève en a parlé, pour vraiment évacuer les hormones comme le cortisol qui fait en sorte là, que tes muscles sont tous tendus, puis donc de faire en sorte que ça sorte, pour que l'énergie circule. On peut essayer plusieurs choses parce que c'est pas tout qui fonctionne pour tout le monde. Il faut en essayer plusieurs, puis après ça, ben, l'enfant va choisir ce qui va bien pour lui. Oui, ça a marché aujourd'hui, ça marchera peut-être pas demain, c'est pour ça qu'il faut que tu aies une boîte à outils qui est variée. Oui, absolument. Là, on va vous envoyer le PowerPoint. Il y a un lien Internet en bas qui donne accès au site de l'Université de Sherbrooke. Il y a plein de liens pour avoir des moyens pour gérer notre stress qui nous mènent sur des vidéos YouTube pour faire de l'exercice, faire du dessin, faire du chant, faire de la méditation. Là, vous allez avoir une panoplie de choses. Je voulais dire, mon livre, des fois, t'entends des parents qui disent à leur enfant, là, t'es stressé, là, prends tes moyens. Va dans ta chambre, là, prends ton tangle, là, va faire tes TV, là, prends tes moyens. Mais, je sais pas si, vous faites ça avec votre conjoint, vos amis. Est-ce que vous dites, t'es stressé, là, t'es une petite balle, là, va dans ta chambre un peu. Ouais, c'est ça. Tu vous tenez à vos relations, là, non? Mais un enfant, c'est la même chose. Son cerveau, il est pas mature encore, là. Il peut pas gérer ça tout seul. Donc, prenez le temps d'entrer en contact avec lui, de maintenir la relation. Puis un peu, tu sais, que vous dansez ensemble à travers ce stress-là, pour que, éventuellement, effectivement, quand son cerveau va être mature à 25 ans, ben, il va être capable d'utiliser ces stratégies. Et même encore aujourd'hui, à notre âge, mais moi, quand je suis stressée, j'en parle. Ça me fait du bien d'en parler. Oui, OK, je vais aller un petit peu dans ma chambre faire une méditation, mais ça me fait bien plus de bien en parler. Rester en relation avec vos enfants quand ils vivent de l'anxiété. Il faut juste dire, prends moyen. C'est toi qui as la manette. Alors oui, on y va avec ça. Fait que on est pas mal rendu vers la fin de notre conférence. Tu y vas, Geneviève, le résumé ou Oui, ben là, tout le temps, en temps normal, on vous aurait demandé, ben vous, qu'est-ce que vous faites? Mais en fait, là, je pense que la différence entre le stress et l'anxiété, c'est que l'anxiété, il n'y a pas de menace réelle, mais la réaction physique est la même. Donc, d'aller explorer les pensées, d'aller un peu jouer là-dedans là, pour dire, oh, comment tu sais, là, toi, que tu vas perdre connaissance ce soir? Non, tu sais, parce que ça a un impact important sur les émotions et les actions par la suite. L'anxiété, c'est un peu subtil. Des fois, ça se manifeste de toutes sortes de manières. Donc, c'est difficile à déceler. Il faut être très attentif. Il faut prendre le temps de discuter avec son enfant, d'essayer de comprendre. Ouais. Oui, parce que c'est pas tous les enfants qui parlent, hein. Il y en a qui, des grands jardins sociaux. Que l'exposition contribue à diminuer l'anxiété et l'évitement contribue à augmenter l'anxiété, d'y aller un petit peu à la fois, puis de toujours demander à votre enfant, qu'est-ce que t'en penses si on mettait ce défi? T'en aurais-tu un autre à me proposer? Allez le consulter. Proposez pas un défi, là, sans son consentement, on parle de consentement. Mais l'important, c'est qu'il vive une réussite, qu'il soit fier de lui. Puis ça, là, c'est un moteur, là, vers la réussite, là. Même, c'est plus fort qu'une récompense, c'est de dire, mais tu fais telle affaire, je te donne un bonbon. Non, la fierté qui vient de l'intérieur, là, c'est assez impressionnant ce que ça peut nous amener à faire. Demander de l'aide aux besoins, là, si, après la conférence, vous dites, je pense que si mon enfant sont plus sérieux que je pensais, et il sait pas à demander de l'aide, parce que vous l'avez dit, ça prend du temps. Mais allez voir votre médecin, parlez-en avec un professionnel de la santé, n'hésitez pas.
Ouais, il y a une liste de ressources qu'on peut montrer dans les dernières diapos. Donc ici, on a des livres qui ont été utilisés là, pour faire la présentation. Il y en a d'autres pour le lien. Et il y a un jeu de société, là, on n'est pas commandité pour le mais le jeu de société Zenda de Placa, ça aborde le stress, là, ça fait un petit panda, là, qui fait comme du zombie, là. C'est quand même intéressant comme jeu. Je me souviens plus de l'âge, hein. Par contre, ça à partir de 8 ans. 10 ans, a été testé avec 6 ans. Et il se trouve facilement à Archambault, Renaud-Bré, là, sans problème. Ensuite, il y a quand même des services pour les parents. Si vous voulez avoir accès aux services du réseau de la santé, la porte d'entrée, c'est le 811. Donc, vous composez le 811. Option 1, c'est pour des problèmes de santé physique. Option 2, c'est pour des problèmes, des difficultés d'ordre plus social ou psychologique. Il faut passer par là, donc vous communiquez avec eux, ils vont vous demander un peu qu'est-ce qui se passe, ils vont diriger votre demande vers les bons services en général. Hey, il y a une chose qu'on a oubliée, il y a le service 2 en 1 aussi, oui, qui est accessible, où on peut avoir toutes les ressources possibles dans notre région. Là. Effectivement, les ressources communautaires, là, vous avez peut-être visité les organismes qui étaient là ce soir, là, mais ces ressources-là aussi peuvent vous accompagner. Donc là, il y a des ressources, on a toujours l'ordre des psychos, des psychoéducateurs, l'ordre des psychologues, des travailleurs sociaux. C'est des ressources au privé là, avec lesquelles vous pouvez faire affaire. Il y a plein de sites ici là, où est-ce qu'il y a de l'information en ligne. Et ben, dans les centres de services scolaires, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. C'est par la TES, j'imagine. TES, psychoéducateur, direction d'école, l'enseignant. Oui. Peut-être prendre le temps de vous asseoir avec l'équipe école, je sais que vous l'avez déjà fait, mais aussi de mentionner vos inquiétudes, de dire que vous voulez être partenaire avec eux, que votre enfant soit bien. Ben, merci. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, expériences de vie, on va rester encore quelques minutes.